d'abord, la structure même de la Cour pénale est en soi un problème. C'est-à-dire, on parle d'une Cour pénale. Pénale, c'est-à-dire que, d'accord, mais ce caractère pénal de cette Cour tire sa source d'où on se serait attendu à avoir un ensemble systémique judiciaire cohérent. De cette Cour-là, qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'elle? Il n'y a pas de cassation qui soit au-dessus d'elle, par exemple. Il n'y a aucune cassation. Il y a une cour je crois qu'il y a la possibilité de faire appel à l'intérieur. À l'intérieur, mais on dirait un parquet, un simple parquet. On dirait une espèce de bureau du procureur, du chef de parquet. Oui. C'est quasiment un bureau du procureur. Voilà, c'est clair. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire que rien que le caractère, là, son côté, sa structuration, dit tout. Dit tout. Mais on le voit avec le cas, par exemple, de l'État sous tribunal arbitral spécial, qui est comme une instance supramondiale qui est censée, le cas du sport, pour prendre le parallèle. Mauvais sport. Là, c'est un club d'amis qui ont créé leur tasse et puis... pour cela, pour les dossiers. La tasse, c'est l'arbitrage en tout cas. C'est l'arbitrage, donc c'est un arrangement d'amis qui tient le football. Bon, ça ne dérange pas beaucoup les acteurs de football, voilà pourquoi ça marche. Mais même les pays européens commencent à se plaindre du TAS. Tout à fait. Se plaindre du TAS pour dire que mais pas possible. Comment on fait pour faire concorder la démarche, les fondations juridiques du TAS avec les législations internes aux États. Et ce débat-là, il commence à prendre corps en Europe et on attend que ça nourrisse Fabrice. On va s'amuser. Et on va s'amuser. Donc je tente d'expliquer que la Cour pénale en soi, par sa structure, est déjà problématique. C'est comme si les États étaient des individus soumis à des systèmes de répression juridique classiques. Mais on parle des États, Fabrice. On parle des États. Alors, on s'est masqué derrière la nécessité d'une justice internationale. Comme s'il y avait un État international. Justice internationale qui, pour lutter contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et d'agression. Rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Que c'était une cour totalement corrompue. Ces procureurs étaient tous corrompus. Depuis Ocampo jusqu'à Fatou Bensouda. En passant par M. Khan qui est... Comme celui qui est là, Khan. Donc, une cour fondamentalement corrompue d'abord. C'est-à-dire que ces procureurs faisaient comme nos procureurs dans nos pays ici. Voilà. C'est-à-dire, tu parles bien, tu es riche, tu achètes le procureur dans ta poche et il devient ton coursier. Voilà, Ocampo, qui avait Bensouda comme par exemple son assistante, elle a eu un mot là, bon, son assistant, c'est illustré par ça. Il trafiquait la diligence de ses procédures, de sa démarche. Il trafiquait. Bensouda est arrivé, elle a continué. Jusqu'à Khan, qui lui est maltraité sérieusement par ceux qui étaient censés, ceux qui se sont longtemps vantés, n'est-ce pas, d'être à l'avant-garde de la justice internationale, parce qu'ils sont là pour... ils sont des garants de l'existence de la CPI. Quand les puissants font des crimes de guerre, intouchables. Ils font des génocides, Fabrice, intouchables. Et on a vu qu'il y avait un nombre d'États qui étaient au-dessus de la CPI. Et que bon, il y avait et qu'en fait, c'était une cour qu'on a créée pour menacer, terroriser les dirigeants africains, venir voler nos matières premières. Donc, voilà. Donc, il est important de rappeler ce que ça vaut. Il n'y a pas de justice internationale, ce sont les histoires. Nous, les panafricanistes, on a tellement déconstruit cette affaire qu'aujourd'hui, on n'a même plus envie d'en parler. Tellement les faits ont corroboré nos revendications, nos dénonciations, notre combat qu'aujourd'hui, Fabrice, bon, parler un peu de la CPI, c'est comme si on revenait en arrière. Cela dit, il faut rappeler que le Niger, en particulier et l'État de l'AES, sont des véritables démarches souverainistes. Tout à fait. Souverainistes, que, on est souverain. Il n'est pas question que nous ratissions et demeurons dans un accord, dans un traité qui est la négation suprême de notre souveraineté, où il n'y a aucune égalité devant la loi,
Fabrice, où crime était devant la loi, où c'est la loi des plus forts. Ouais. Bref, le règne de l'arbitraire. On est au cœur de l'arbitraire quand on parle de la CPI. Dans le Niger, en particulier, l'État de l'AES, n'est-ce pas, quand en 2025, les trois ont publié une déclaration commune pour dire que nous ne reconnaissons pas l'autorité de la CPI, ils l'ont qualifié à l'époque d'instrument de répression néocolonialiste. Ce qui est clair et net, mais on était là dans une affirmation de la souveraineté des États de l'AES qui ne peut être qu'une démarche panafricaniste. Voilà, panafricaniste. Donc on ne peut que féliciter le Niger, qui après 9 mois a tenu parole et a déposé, n'est-ce pas, d'ailleurs la Cour a reconnu avoir reçu la... Il y a d'ailleurs la sortie du secrétaire général de la CPI, je crois, qui s'est exprimé sur la question reconnaissant, prenant acte en tout cas de la démarche du Niger à se retirer de cette affaire. Mais on a l'impression, finalement, Président, que oui, ça fait longtemps que vous avez tiré la sonnette d'alarme quant aux agissements, alors, à la gestion peu catholique. Non, on n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas seulement tirer la sonnette d'alarme, on a déconstruit la CPI. Ce serait attendu finalement peut-être qu'elle essaya de se réadapter, c'est-à-dire pour qu'elle ait un minimum de légitimité pour essayer peut-être de légiférer sur certains grands sujets mondiaux. On a l'impression que c'est peine perdue. Elle est peut-être désormais trop engluée dans... Du moins, ça n'a pas été préparé pour rendre clairement la justice. Ouais, c'est un problème. Ça, vous avez dit, vous avez expliqué. C'est une défaillance structurelle. L'état de droit n'est pas toujours un état de justice. Clair, mais... Même au niveau de l'état de droit, c'est une défaillance structurelle. J'allais dire une abomination juridique. Voilà. Donc, elle ne peut pas, la CPI ne peut pas se reformer. Elle ne peut pas faire autrement. Parce que je vous ai dit, c'est un parquet. C'est un parquet. Fabrice, vous savez qu'est-ce que c'est un parquet? Dans un pays, comme pour le cas du Cameroun, le parquet c'est quoi? C'est le ministère public, c'est l'État. C'est l'État. Un État mondial qui n'est pas visible, vous avez qui n'est pas structuré. Les réseaux mondialistes qui ont mis en place la CPI sont le vrai État qui est caché derrière. Voilà. Du coup, la CPI est un parquet des réseaux, de ces réseaux-là au niveau international. Donc, pur instrument d'une politique impérialiste pure. C'est là totalement discrédité. Et du coup, les procureurs qui oublient ces réalités et osent s'attaquer à des États pareils, subissent ce que Bensouda a subi, ce que Khan est en train de subir devant Israël, par exemple. Voilà, c'est là qu'il s'agit. Oui, puisqu'il y a des plaintes, et d'ailleurs une plainte internationale contre, je crois bien, Israël, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été clairement exécutée, pas contre Israël, contre M. Benjamin Netanyahou, qui n'a jamais été mise en exécution. On se demande finalement, est-ce que... Mais plus grave, qui a causé des sérieux problèmes à M. Genghis Khan, Karim Khan. Karim Khan, oui, voilà, je comprends. Ça fait penser à Genghis Khan. Alors donc, ça dit que c'est clair. C'est que quand le procureur, lui, engage une démarche pour faire respecter, par exemple, le traité, mais c'est lui qui a les problèmes. Il est frappé de scandale d'abord, on l'interdit de voyage, on gèle ses fonds. Je ne sais pas comment ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous montre que, mais idiot, tu n'as pas compris. Tu n'es qu'un chef de parquet. Tu reçois les ordres de ta hiérarchie, tu es malade. Tu as oublié qu'Israël, c'est ton patron. Alors, c'est ça le problème. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas une justice internationale, parce que le concept de justice internationale n'a même pas de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justice internationale. Alors, dans un contexte d'iniquité structurelle et systématique caractérisant, Fabrice, les relations internationales, c'est quoi la justice internationale? Une justice qui ne peut pas créer un rapport d'égalité de droit qui soit digne de ce nom, peut s'appeler justice. Donc, ce sont des rêveries, c'est terminé cette affaire. Donc, on ne peut que saluer le Niger d'avoir rendu effectif une promesse, c'est pas un engagement. Ça a l'honneur du Niger, ça a l'honneur de son chef d'État, le général Tchani. Et nous, on salue ça. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, ce n'est pas la première fois. Le Burundi avait fait ça.
Le Kenya a essayé, a fait ça, mais ils ont parlé au bout. Parce que le Kenya, c'est ce que... On sait à quel jeu jouent ces élites. Du moins, celles qu'on voit actuellement, on connaît. Donc, voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut démontrer que les panafricanistes ont une alternative, Fabrice. Il faut proposer une alternative dans ce sens-là. Une alternative qui fasse que dans nos pays, on enlève le prétexte, c'est pas que ces gens manipulent pour justifier l'ingérence dans nos affaires. Donc, il faut qu'il y ait une alternative. Et ça, c'est une alternative qui doit être pensée sérieusement, parce qu'il ne faut pas rêver. Fabrice, vous savez, quand on parle d'iniquité, vous qui avez une grande culture spirituelle, quand on parle d'iniquité, ça renvoie mal absolu. Alors quand on dit que les relations internationales sont iniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États africains sont privés de leviers, Fabrice, qui devraient leur permettre de développer leur pays et dans une certaine mesure de rendre la violence d'État plus légitime, de donner de la force à la légalité. Mais cet État, pour la plupart, dans le cadre de la division internationale du travail, la division même internationale de la politique et des relations internationales, nos États, Fabrice, n'ont pas de levier pour créer les conditions d'une société où il y a moins de tensions, Fabrice, à cause de l'inégalité des revenus, de l'inégalité de développement interne à ces différents pays-là. Je vais démontrer quoi? Je vais dire qu'en Afrique, les conditions économiques réelles qui sont là rendent les sociétés instables et ne permettent pas un gouvernement qui soit moins violent. Un gouvernement qui concilie les exigences de développement avec le respect des droits des individus. Voilà. Donc, on a ce problème-là. Et ces cyniques occidentaux, qui sont vraiment cyniques, dans le cadre de la géopolitique, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une cour pénale, parce qu'ils savent que forcément, d'une manière ou d'une autre, il sera facile d'accuser un président d'être un génocidaire. On a vu le cas du président Gbagbo, pour ne parler que de Gbagbo. On a vu ça. On a vu le cas même d'Al-Béchir au Soudan. Hein? Je ne suis pas un fan d'Al-Béchir, mais il n'est pas plus pervers, plus méchant que d'autres dirigeants dans le monde, y compris les dirigeants Epstein, par exemple. Très bien, y compris les dirigeants occidentaux, les pays occidentaux. Donc il y a tout ça. Mais ça ne devrait pas empêcher les panafricanistes, les États africains, de penser une alternative. Qu'on ne parle pas de la Cour de machin, de l'homme de l'Union africaine, des peuples là. C'est d'un vide pas possible. Donc il nous faut une véritable alternative à la matière. Et on ne peut pas le faire si nous ne construisons pas de façon systématique, mon cher Fabrice, une chaîne de valeurs civilisationnelles qui permettent de parler à égal avec, à défaut, égal avec l'Union européenne, l'Occident et toutes ces histoires qu'on a créées pour nous humilier. Alors, tu as dit peut-être quelque chose tout à l'heure qui attire mon attention, ce sera peut-être la clé de voûte pour mieux apprécier ce sujet avant de prendre la direction du standard. Vous avez dit que les États africains devraient tout faire pour se débarrasser des prétextes que les pays occidentaux installent chez nous pour tenter de cultiver. Bon, c'est pas facile, hein, mais il n'y a pas d'autre voie. Oui, l'ingérence et ce qui m'a permis peut-être de regarder également dans le viseur l'actualité au Burkina Faso avec cette interférence de la part de l'Union européenne qui s'ingère clairement sur les... C'est vrai qu'il y a on dit quoi, cette remise en question perpétuelle, permanente de la part des États de l'AES qui rappelle à chaque fois les pays de l'Union européenne leur responsabilité. Mais on a l'impression qu'on prêche dans du vent, puisqu'à chaque fois, quand ce n'est pas le Niger qui est rappelé à l'ordre sur le cas de Bazoum, c'est le Burkina qui est rappelé, entre guillemets, sur des questions de respect des droits de l'homme sur les différents théâtres d'opération. Est-ce qu'il va sans dire qu'il faudra totalement rompre avec une quelconque coopération, puisqu'on est dans un cadre de coopération Burkina-Union européenne et on voit le ton, on voit la hauteur, la condescendance même que l'Union européenne utilise pour parler d'un problème interne. Le problème, ce n'est pas de rompre pour rompre, Fabrice. Le problème, c'est de
c'est d'imposer des rapports, des relations d'égal à égal. C'est d'imposer le respect de notre souveraineté, de la souveraineté de nos États. C'est cela qu'il s'agit, Fabrice. Alors, pour revenir au cas spécifique du Burkina, l'analyse est la même, Fabrice. Il ne s'agit pas toujours de réagir. C'est bien, hein? La réaction du Burkina est très bonne. Mais j'ai dit, on ne va pas se contenter de réagir. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la CPI est valable dans le cadre de ce type d'affrontement. On a affaire à des colonialistes, ce sont des néocolons. L'Union européenne est une organisation impérialiste, outrancièrement impérialiste. Mais regardez la stratégie qu'il y a derrière, Fabrice. L'Union européenne va vous dire, bon, elle parle à son opinion publique. Deuxièmement, elle utilise des moyens de pression. En tenant compte du fait que Fabrice, quand on ne le veut pas, il y a encore des pans entiers d'aliénation quasi généralisés dans nos pays par rapport à des idéaux comme la démocratie, le droit de l'homme, etc. La protection des minorités. Tout à fait. Les Occidentaux le savent. Ils le savent. Quand ils sortent comme ça, ils savent à qui ils s'adressent à l'intérieur de nos pays. Ils savent à qui ils parlent. Et le gouvernement burkinabé a bien compris ça, il a bien perçu ça, le président Traoré a bien compris ça. C'est pour ça qu'on voit très bien qu'il est offensif au niveau stratégique, dans son discours, dans la manière dont il essaie de structurer son pouvoir. Mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Je répète encore, il faut opposer à l'Union européenne une nouvelle théorie sur ces questions de démocratie, de droits de l'homme, etc., qui nous permettent de parler avec eux d'égal à égal. Vous défendez vos valeurs, nous défendons les autres, les nôtres. La souveraineté, par exemple, oui, c'est une valeur, mais il y a, Fabrice, aujourd'hui tellement de possibilités de démontrer qu'ils ne sont pas des démocrates, les Européens ne comprennent rien à la démocratie, les États européens ne comprennent rien à la démocratie. Nous, droits de l'homme, maintenant, ce qui s'est passé à Gaza, pour ne parler que de ça, nous sommes totalement discrédités. Ce sont des personnes totalement amorales. Ils ne savent même pas ce qu'ils appellent droits de l'homme. Mais il faut donc les démontrer de manière théorique qu'ils n'ont rien compris, même aux droits de l'homme là. Ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, on a tout concours, il y a assez de moyens théoriques pour déconstruire tout ça. Donc, il faut donc qu'on oppose à ces gens-là quelque chose au niveau civilisationnel qui soit non négociable pour nous. Et qui les fait comprendre que non, attention, quand on parle à ces gens, nos valeurs sont inférieures. Nos valeurs sont inférieures. Or, il y a beaucoup aujourd'hui, l'Occident lui a donné la chicotte, la corde, avec laquelle on peut le pendre. Les LGBT, Fabrice, les LGBT, tout ce qui va avec. Le 2 poids 2 mesures au niveau du droit international, entre guillemets. La situation économique des pays là, qui renvoie une fois de plus à l'urgence d'un débat, d'une véritable réflexion sur l'économie. C'est des pays occidentaux inégalitaires, avec il y a tellement de données aujourd'hui, Fabrice, qui nous permettent de construire une alternative qu'on devrait les opposer. Et ça devrait aller très loin. C'est-à-dire que je le dis qu'à partir du moment où nous avons des valeurs, on ne fera pas comme eux. Il sera de plus en plus difficile de coopérer avec les gens qui ne partagent parce que nous avons d'essentiel et fondamental. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. Il faut mettre les intellectuels, les penseurs au travail. De proposer un corpus de valeurs, un corpus théorique qui désormais va changer le rapport de force entre nous et les Européens. Quand ils parlent de valeurs, nous aussi on les oppose nos valeurs. Mais plus on les vivra, plus ils vont comprendre que c'est terminé, Fabrice. C'est terminé. On va pas aller affronter ces gens-là en étant sous tutelle démocratique. Ça n'a pas de sens. Le message est